Bonjour à tous, nous voilà pour la dernière section du chapitre 11, les activités 11.4. J'espère que la qualité sonore n'est pas trop mauvaise parce qu'on a dû ouvrir les fenêtres, il fait très chaud, puis on entend les systèmes de ventilation dehors. Alors commençons maintenant, on fait les analyses de transformation de mouvement, les systèmes de transformation. On nous présente ici une came à levier, donc c'est comme une came avec un galet, mais sauf que ici c'est le levier qui va remonter et descendre. Mais attention, le levier il est fixé ici. Donc, le mouvement effectué par le levier est une rotation. Il fait une rotation autour du point lorsque la came le pousse vers le haut, à cause de la forme de la came. On dit ici, un mécanisme à came et levier est-il un système de transformation du mouvement? Justifiez votre réponse. Un mécanisme de transformation veut dire qu'on change la forme. Ici, j'observe la rotation d'une came et j'observe aussi la rotation du levier. Alors, vu que c'est deux mouvements de rotation, non, ce n'est pas une transformation. Pourquoi? Parce que les deux pièces font le même mouvement, c'est-à-dire une rotation. Font le même mouvement, HS, c'est-à-dire une rotation. Si on avait une rotation et une translation, nous aurions une transformation. Question 2. Analyse techno d'un tube de déodorant. Bien, analysons ça une étape à la fois, seulement des petites pièces à la fois. Il ne faut pas regarder la vue d'ensemble, il faut regarder seulement les questions et regarder qu'est-ce qui nous est demandé. Enfin, c'est vraiment beaucoup d'observations. On demande, quel type de système de transformation du mouvement retrouve-t-on dans ce tube? Dans ce tube, on a quel type de transformation? On a une rotation de la molette qui amène une translation d'une pièce qui, ici, on a une tige filetée comme une genre de vis, et autour, un écrou. Donc, on reconnaît ici un système de vis et écrou. Alors, comment s'appelle le système de transformation? C'est un système de vis et écrou. On demande quel est l'organe menant dans le système illustré. Donc, mon système, c'est vis et écrou. Quel est l'organe menant? Est-ce que c'est la vis ou c'est l'écrou? Nous faisons une action sur la molette. La molette en rotation amène la rotation de la vis qui va amener à la fin le déplacement de l'écrou. La vis est donc l'organe menant. Et sur le schéma, on veut pointer et identifier l'organe menant. Alors, voici la vis. En D, quel est l'organe mené dans le système illustré? Donc, dans notre système, l'organe mené est l'écrou qui va pouvoir se soulever ou s'abaisser. Écrou. Et sur le schéma, pointer et identifier l'écrou. Alors, le voici, pointer, identifier, écrou. Vis et écrou. Ce système est-il réversible? Dès qu'on a une vis d'impliqué, c'est un système non réversible. C'est la même chose avec les systèmes de came et tige guidée, ou came et tige ou came et levier. Dès qu'on a une tige qui n'est pas fixée, on a un système non réversible. Dès qu'on a une vis, on a un système non réversible. Une personne va tourner la molette, oui, pour faire monter le tube. Que se passera-t-il si elle tourne ensuite la molette en sens inverse? Bien sûr, si on tourne la molette dans le sens inverse, justifiez votre réponse. À ce moment-là, le tube de déodorant il va redescendre. Pourquoi? Parce que la vis va forcer l'écrou à faire une translation vers le bas. Donc, le déodorant redescendrait. Le déodorant redescendrait avec l'écrou en translation. H. De quelle distance le déodorant va-t-il se déplacer lorsque la molette fait un tour? Avec un système de vis, lorsque la molette fait un tour, la vis fait un tour. Et lorsqu'elle fait un tour, c'est comme si la dent qui était ici va pouvoir se déplacer et se rendre à la dent qui est ici. Et l'espace entre deux dents, on appelle ça le pas d'une vis.
pas de la vis. Un pas comme, pas interdit, mais un pas genre j'ai marché, j'ai fait des pas. Okay? Le pas de la vis, c'est la distance entre deux filetages d'une vis. Et c'est exactement à cette distance-là que l'écrou va pouvoir se soulever. Alors, la distance de déplacement va être égale au pas de la vis. On demande deux avantages de l'utilisation d'un système de ce système de transformation du mouvement. Eh bien, déjà, quand on va appliquer le déodorant, il va y avoir une certaine pression qui va être exercée sur le tube de déodorant. Étant donné que c'est un système non réversible, il ne peut pas redescendre. La vis et l'écrou le bloquent. Donc, ça permet que le déodorant ne s'enfonce pas pendant qu'on l'applique. Donc, on va mentionner peut-être étant non réversible. On explique pourquoi. Étant non réversible, virgule, le déodorant ne va pas s'enfoncer. Le déodorant ne va pas s'enfoncer lors de l'application. Puis un deuxième avantage, la molette va nous permettre d'ajuster la quantité de déodorant qu'on veut appliquer. Donc, la molette permet d'ajuster la quantité appliquée. On pourrait mentionner même un troisième avantage du fait que, en tournant la molette dans le sens inverse, le tube va se rétracter vers l'intérieur et donc diminuer le séchage par évaporation du produit. Numéro 3. Vous concevez un objet dans lequel vous devez inclure un mécanisme qui transformera un mouvement de translation alternatif en un mouvement de rotation continue. Je veux un mouvement de rotation alternatif qui va devenir une rotation continue. Je ne peux pas avoir une rotation continue du pignon si je fais une translation alternative de la crémaillère. Si je vais à droite puis à gauche, c'est ça qu'on appelle l'alternative. De droite à gauche, je vais obtenir une rotation dans un sens puis dans l'autre. Ce ne sera pas une rotation continue. Même chose avec un système de vis et écrou. La rotation dans un sens, ou en fait, la translation n'est même pas possible. On ne peut pas passer de translation à rotation. C'est toujours de rotation vers translation. Qu'est-ce qui nous reste? Bielle manivelle? Peut-être. Bielle manivelle, est-ce qu'on peut faire une translation alternative? Translation vers le bas, translation vers le haut, translation vers le bas. Qu'est-ce qui arrive à la manivelle? Elle va faire des rotations, toujours dans le même sens. Alors, on devrait utiliser un système de bielle et de manivelle si on veut transformer une translation alternative en une rotation continue. L'autre côté, question 4. Sur le tire-bouchon qu'on a ici, quel type de système de transformation retrouve-t-on dans le mécanisme du tire-bouchon? Dans le mécanisme, quand on exécute le mouvement, on va soulever les deux leviers, ce qui va faire une rotation de chacun des leviers. Et lorsque les leviers sont en rotation, on va l'abaisser quand c'est le temps de soulever, eh bien, la tige va se relever et retirer le bouchon. Donc, qu'est-ce qu'on a comme système si on a des roues dentées avec une tige qui possède des dents? Une tige avec des dents, on appelle ça une crémaillère. On parlerait d'un système de pignon et crémaillère. Pignon et crémaillère. C'est le nom du système qu'on a ici. Lorsqu'on a un pignon de chaque côté qui va être capable de faire déplacer la crémaillère. Prochaine section. On veut savoir si le système est réversible. Dans un système de pignon-crémaillère, ce n'est pas une vraie vis, c'est une crémaillère qui va simplement monter et descendre et faire une rotation des pignons. Alors oui, c'est tout à fait un système réversible. On n'a pas de tige guidée, on n'a pas de vis. Sur la figure, entouré et pointé et identifié. Entouré, pointé, identifié par leur nom, les différentes parties de ce système, donc pignon et crémaillère. D'accord. Entouré,
pointés et identifiés par leur nom. Ça veut dire que ça, c'est le pignon. Entouré, pointé et identifié par leur nom, la crémaillère. Évidemment, il y a un pignon de l'autre côté aussi. Imaginez un tire-bouchon placé dans la même position que celui-ci. Une personne appuie sur la poignée, appuie vers le bas sur la poignée, et la vis est enfoncée dans un bouchon en la faisant tourner pour lui imprimer un mouvement hélicoïdal. Donc, si on appuie sur la poignée, la vis s'enfonce dans le bouchon, tout en tournant sur elle-même, elle va faire un mouvement hélicoïdal. D'accord. Pendant ce temps-là, qu'arrive-t-il au bras, au levier, là, les deux bras, les deux leviers du tire-bouchon? Mais si on enfonce la crémaillère, ceux-ci vont être entraînés en rotation pour les soulever. On pourrait mentionner, ils sont entraînés en rotation. On nomme le mouvement, on nomme toujours le mouvement. Ils sont entraînés en rotation vers le haut. Par qui sont-ils entraînés? On peut le nommer dans ce cas-ci. Ils sont entraînés par le déplacement de la crémaillère. Le déplacement de la crémaillère, qui, elle, fait un mouvement de translation. Encore là, il manque d'espace dans les lignes. Crémaillère. En quoi la transformation du mouvement dans la situation, en quoi y a-t-il transformation du mouvement? Mais parce qu'on a une rotation entraînée par une translation. Donc, on a changé le type de mouvement. On peut mentionner une rotation, en parenthèse celle des leviers, est entraînée par une translation. Est entraînée par une translation. Translation de qui? En parenthèse, la crémaillère. Et voilà. C'est pour ça qu'on dit transformation. On a changé le type de mouvement. 3. Selon la situation... Pourquoi je parle de même? Selon la situation décrite à la question D. D. Situation, on pousse dessus. D'accord. Quel est l'organe menant? Bon, si on appuie sur la poignée, l'organe menant, c'est la crémaillère. Et quel est l'organe mené? Menant, crémaillère. Il me semble qu'on se répète souvent. C'est pas grave. C'est pour vérifier si on a bien compris. Et celui qui est mené, en fait, ce sont les pignons, donc les leviers. Les pignons / leviers. OK. Bon. Imaginez un tire-bouchon dont les leviers sont initialement en position relevée, c'est-à-dire qu'ils pointent vers le haut. Zoom, ils sont en haut. Une personne appuie sur les leviers. Donc, les leviers sont en haut. On appuie sur les leviers pour les faire redescendre en bas. OK. De façon à les faire pivoter autour des rivets qui les fixent. Hein. Il y a bien un rivet ici, puis là. OK. Expliquez ce qui se produit. Entourer la proposition appropriée. Ah! Alors, qu'est-ce qui va se passer? La crémaillère, la vis, et la poignée du tire-bouchon, la poignée, bref, tout le corps central, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils subissent de façon solidaire, solidaire veut dire ensemble, ils subissent de façon solidaire un mouvement de vertical vers le haut, un mouvement de translation, bien sûr. Si la vis est enfoncée dans un bouchon, celui-ci, le bouchon, qu'est-ce qu'il fait? Il est entraîné en rotation ou en translation avec la vis. Étant donné que la vis ne va pas faire de rotation sur elle-même, elle ne fait pas de mouvement hélicoïdal pendant qu'on la soulève, elle va simplement arracher le bouchon, donc translation vers le haut. Il est entraîné dans une translation avec la vis. Ensuite, le mouvement de rotation / translation des leviers est transformé en mouvement de rotation ou de translation de l'ensemble poignée crémaillère. Bon, que font les leviers? Les leviers font une rotation des leviers est transformé en mouvement de translation de la poignée crémaillère vis et bouchon ce qui est là. OK. Voilà. Ben oui, c'est l'utilisation normale. On débouche une bouteille, les amis. Non, on ne fait pas ça. On n'a pas l'âge. 2.
Selon la situation décrite à la question E, quel est l'organe menant et quel est l'organe mené? Bien, vous voyez, on vient d'inverser les rôles. Menant, à ce moment-ci, ce n'est plus la crémaillère, ce sont les leviers, parce que c'est sur eux qu'on applique la contrainte. Et mener, cette fois, ben, les organes menés sont la poignée, la crémaillère et puis la vis. Là, je vais me nommer crémaillère parce que toutes les autres sont solidaires avec elle. Crémaillère, vis et poignée. Tiens, bouchard, terminé. Question 5. La figure ci-dessous illustre le fonctionnement des moteurs à 4 temps. Parce qu'un moteur à 2 temps, ben, il n'y a pas 4 temps, il y en a juste 2. Ici, il y a 4 temps. Qu'est-ce qui se passe? Temps numéro 1. Injection, c'est l'admission des gaz et du carburant. Donc, combustible, carburant rentrent dans la chambre grâce à une soupape d'admission qui s'est déplacée pour les laisser rentrer. Étape 2, compression. Le piston remonte, comprime les gaz et s'arrange pour que le combustible et le carburant soient très rapprochés l'un de l'autre. Donc, dès qu'il y a étincelle, boum, il y aura combustion facile, rapide et efficace avec explosion qui va repousser le piston vers le bas et faire un mouvement, une action sur la bielle pour faire une rotation d'une manivelle. Et lorsque le piston va remonter, c'est une autre soupape, une valve, une soupape qui va s'ouvrir pour laisser sortir les gaz de combustion, genre CO2 et H2O, afin de pouvoir recommencer à faire rentrer les nouveaux gaz et recommencer compression-explosion. Sur la figure ci-dessus, identifiez les pièces qui ne sont pas nommées. Bon, mais comment tu t'appelles, toi? Les petites pièces, on dirait c'est pas des pièces complètement rondes, oui, une pièce ronde, mais allongée. Ce sont des cames. Ce sont 2 cames qu'on a ici. Comment se nomme la pièce qui est pointée ici, celle-là, là? Ben, ça, c'est la piston. Bravo, piston. En bas, qu'est-ce qu'on présente? On présente une pièce qui va faire des rotations. Ben, c'est une manivelle. Manivelle. En anglais, je pense qu'il appelle ça un crankshaft. Là, mais manivelle, c'est très bien comme ça. Et finalement, ici, l'espèce de petit bras qui relie le piston à la manivelle, c'est la bielle. Eh oui. Donc, on a bien effectivement un système de bielle-manivelle. Là. Donc, on a identifié des pièces qui ne sont pas nommées. Les autres, soupapes, cylindres, sont déjà présentés ressorts. OK. Ensuite, les pièces ci-contre, là, forment un système de transformation du mouvement. Effectivement, cette pièce-là fait des translations et cette pièce-là fait des rotations. Donc, on a une transformation du mouvement. Inscrivez le numéro correspondant de la pièce dont il est question dans chacun des énoncés suivants. Numéro. Quel est l'organe menant? Lorsqu'il y a explosion, c'est le piston qui se déplace. Donc, l'organe menant, c'est le piston. C'est le numéro 1. 2. Quel est l'organe guidé en translation? Quel est l'organe qui est guidé en translation? Ben, le piston. Le piston est guidé par le cylindre. Donc, le piston, lui, il est guidé. C'est lui qui se déplace. Peut-être qu'on pourrait parler de la bielle, mais c'est une fausse translation. C'est un organe intermédiaire, fait qu'on ne mentionne pas généralement. Donc, c'est encore le numéro 1. Quelle est la pièce en rotation continue? La manivelle fait ses rotations. Donc, le numéro 3. Pourquoi il y a un A? Je ne sais pas. Peut-être parce que c'est la même position que le schéma A. Ce système est-il réversible? Il n'y a pas de vis, il n'y a pas de tige guidée, donc oui, c'est un système réversible. On pourrait très bien faire une rotation de la manivelle et obtenir ici un va-et-vient, une translation de va-et-vient du piston. Pourquoi la pièce 1 doit être lubrifiée? On lubrifie l'intérieur de la pièce ici avec de l'huile, de façon à ce que ça puisse glisser facilement. On va la lubrifier pour limiter le frottement, donc pour diminuer le frottement, puis rendre ça plus efficace. Diminuer le frottement. Et suite à ça, qu'est-ce qui assure le guidage de la pièce qu'on a nommée à la question B1, 2? B1, 2. Qu'est-ce qui assure le guidage donc de ce piston? C'est quelque chose qui a la même forme. Qu'est-ce qui assure le guidage du piston? Comment s'appelle le mur qu'on a là? C'est le cylindre. C'est le cylindre qui fait le guidage. Le cylindre assure le guidage. Et on peut le nommer, ce guidage-là. Le nom d'un guidage
c'est le nom du mouvement qui est fait. Donc, guidage en translation. Enfin, en bas, les pièces ci contre forment un système de transformation du mouvement. Ici, transformation du mouvement. Ah ben oui, la came fait une rotation, comme ça. Et puis la tige poussoir, elle fait une translation. C'est vrai. Pour ouvrir et fermer la soupape. De quel type de système on a? Ben, came, tige, poussoir. Donc, on a came et tige, poussoir. Eh oui. Came et tige, poussoir. Inscrivez le numéro correspondant à la pièce d'utilité question dans chacun des énoncés. Quel est l'organe menant? OK. Dans ce cas-ci, il faut comprendre, je ne ferai pas ça, là, mais dans un système de moteur comme ça, il y a aussi un arbre à came, c'est-à-dire qu'il va y avoir un arbre, une tige, un axe en rotation qui va forcer les cames à faire des mouvements réguliers de rotation, de façon à pousser sur la tige. Et lorsqu'on le voit ici, lorsqu'on pousse sur la tige, ça permet d'ouvrir la soupape et de faire rentrer des gaz ou de, ici, faire sortir les gaz. Donc, quel est l'organe menant? C'est la came, le numéro 1. Quel est l'organe mené? Mené, ben, la tige, là, le numéro 3, la soupape. Quelle est la pièce qui est en rotation continue là-dedans? Celle qui fait des rotations, c'est la came, 1. Et laquelle est en translation alternative, monte, descend, la tige numéro 3 de la soupape. Est-ce que le système est réversible? Nous n'avons pas de vis, mais nous avons une tige guidée. Alors non, ce système n'est pas réversible parce qu'on ne peut pas faire un mouvement de translation sur la tige et s'attendre à ce qu'il y ait une rotation complète de la came, ou même partielle. Bon, le ressort, pourquoi il est là, lui? Ah, suite. Ressort. Quelle est l'utilité des ressorts dans ce système? Mais qu'est-ce qu'ils font les ressorts? Une fois que la came a poussé la tige vers le bas, il faut qu'elle puisse remonter. Alors, le ressort va permettre un mouvement de rappel pour refermer la soupape. Le ressort, les ressorts, ils font un mouvement de rappel. Mouvement de rappel pour refermer les soupapes. Ou, les ramener en position. OK, dernière question. 6. C'est bien la dernière, oui. Un cric sert à soulever une voiture pour faire un changement de pneu. Mais il existe différents modèles de cric. Certains ont un système de pignon et crémaillère, mais la plupart sont munis d'un système de vis et écrous. Oui, comme ceux-là. Comme le modèle illustré. Manivelle, on fait des rotations, la vis fait des rotations. C'est une vis sans fin. Ouais. Et les écrous qui sont ici, pendant qu'on fait des rotations, les écrous vont se rapprocher, vont faire une translation. Et en se rapprochant, la pièce va s'étirer vers le haut, va se déplier vers le haut comme ça, puis ça va soulever la voiture. D'accord. Quel est le principal avantage d'utiliser un cric pour soulever une voiture? Ben, c'est moins forçant que d'y aller avec les bras. Hein. On déploie moins d'efforts. On déploie moins d'efforts pour la soulever. Moins d'efforts pour la soulever. Logique. Nommez un avantage que le système à vis et écrous présente par rapport à un système de pignon crémaillère. Pignon crémaillère, je ferai une rotation d'un pignon. Et la rotation du pignon, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle entraînerait une crémaillère à pouvoir monter ou descendre. Donc, si je veux soulever ma voiture, il faut que je fasse une rotation du pignon et la crémaillère va soulever la voiture. Alors qu'ici, je fais une rotation de la manivelle et les écrous se rapprochent pour soulever la voiture. Avec un système de vis et écrous, on a un gain mécanique. C'est-à-dire que pour la même force, ben, on va avoir une plus de force pour le même effort qu'on va déployer. Autrement dit, moins d'efforts sont déployés pour la même force. Mais il y a un deuxième avantage non négligeable. Vis et écrous
c'est non réversible. Parce que si on utilisait une crémaillère avec un pignon, dès qu'on arrête d'appliquer notre force, notre effort, notre force, la crémaillère va redescendre. Alors qu'ici, on aurait beau pousser avec le poids de la voiture pour déplacer les écrous, ça ne va pas arriver parce qu'on a un système avec une vis, c'est non réversible. Alors, le fait que ce soit non réversible empêche la voiture de descendre. Donc, la voiture ne redescend pas toute seule. Pas toute seule, car c'est non réversible. Car non reversible. Donnez-nous de l'espace pour écrire, bon sang. C. Écrivez dans chaque case, 1 ou 2, le rôle de l'écrou et de la vis. Quand on fait une rotation de la manivelle, c'est la vis qui se met en mouvement et à cause de ça, les écrous se déplacent en translation. La vis est donc menante. La vis est menante. Donc, je vais mettre le 1 ici. Et l'écrou est l'organe mené. Voilà. Et D. Lorsqu'on actionne le clic, la vitesse de soulèvement de la voiture est-elle plus grande ou plus petite que la vitesse linéaire à laquelle la manivelle est tournée? Elle va monter très lentement. Donc, la vitesse de soulèvement de la voiture est plus petite que la vitesse linéaire de rotation de la manivelle. Ouais. Comment pourrait-on augmenter la vitesse de soulèvement de la voiture sans changer le rythme auquel on tourne la manivelle? C'est la vis qui déplace l'écrou. Une vis, c'est un genre de plan incliné. L'inclinaison est plus abrupte lorsque le pas de la vis est grand, alors que l'inclinaison est moins abrupte lorsque le pas de la vis est plus petit. Si je veux réussir à faire monter ma voiture plus rapidement, il me faudrait un pas plus grand entre elles. Donc, en augmentant le pas de la vis et l'écrou. Attention, augmenter la vitesse de soulèvement implique une plus grande force. Effectivement, parce que vu que mon plan incliné est plus à pic, ça va être plus forçant pour moi de réussir à la faire soulever. Alors voilà pour ces analyses non animées. Je sais que dans la consolidation, il y a des analyses animées. Il va être très important de les pratiquer également. Alors la suite, justement, dans la consolidation.